Nous arrivons au dernier thème développé cet après-midi, celui des enjeux que représentent l'innovation, la propriété intellectuelle et l'internationalisation. Je vous présente tous dans l'ordre de prise de parole. Pierre-François Lelouette, président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin, qu'on ne présente pas. Marie Milan, cofondatrice de Le Mont-Saint-Michel. Tony Macaire, président directeur général de Haute-Line. Hotline, je ne sais plus, Haute-Line, c'est ça. Administrateur de l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles. Adrien Deloupaoli, président de De Rigueur et de De Rigueur Lab. Yves-Alain Sauvage, vous coordonnez la protection des droits de la société Chanel contre la contrefaçon au niveau mondial. Pierre-François Lelouette, donc président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin. Quels sont les enjeux de ce secteur? Vous avez compris qu'on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire que chez nous, il y a effectivement un petit peu d'activité. Avant de rentrer sur quelques petits enjeux, je voulais vraiment, parce que je crois que je suis le dernier à faire une petite introduction sur les enjeux du secteur avant la conclusion, au nom de tous les professionnels ici présents, remercier vraiment les organisateurs. Vous, Catherine, bien sûr, Sophie, merci mille fois. Merci pour vos mots envers ma grand-mère qui a aimé ces lieux, comme je sais que vous les aimez beaucoup aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été aussi présents. Merci à vous, ma chère Florence, d'avoir accepté de mener. Et merci à tous les professionnels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je crois que le moment que nous vivons est assez historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, autant de professionnels réunis, tous secteurs confondus de la mode, représentant toutes les fédérations possibles de notre filière, dans un colloque comme celui-ci, de manière assez historique en tous les cas. Donc je crois que le moment que nous vivons, avec les témoignages de toutes ces entreprises, est extrêmement important. Et s'il est important, c'est parce que nous sentons effectivement que le plan de finances qui s'annonce remet en cause, de manière assez générale, l'ensemble de l'écosystème de la mode via la question de ces centres de promotion dont les moyens, vous l'avez compris, risquent d'être extraordinairement réduits. Alors, des enjeux, il y en a évidemment beaucoup. On va en parler de trois, je crois, aujourd'hui. On va parler d'innovation, on va parler d'international, on va parler de lutte contre la contrefaçon, évidemment. Ce sont trois de ces enjeux, mais on a déjà parlé un peu de développement durable. Des actions ont été d'ailleurs financées, collectives, par l'ensemble des CPDE, y compris pour le compte de la Fédération du prêt-à-porter féminin, dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale. On pourrait parler numérisation, transformation des modèles économiques de la mode, nouvelles manières de vendre, etc. Beaucoup d'actions et beaucoup d'enjeux dans notre secteur, mais trois en particulier. Sur l'international, se développer à l'international, évidemment, c'est une évidence. On l'a très bien dit aujourd'hui, nous bénéficions en France de l'existence de très grandes marques dont la croissance irrigue les territoires. Nous bénéficions également d'un écosystème extraordinairement large, de très nombreuses PME. Pour ne parler que de la Fédération du prêt-à-porter féminin, nous comptons 600 marques au sein de notre fédération fabricants qui sont éparpillés au sein de 8 syndicats régionaux qui couvrent l'ensemble du territoire. Et pour ces marques, dans un contexte économique qui est certes très positif pour le luxe, mais hélas un peu moins pour les marques de moyenne gamme et pour les marques plus accessibles en tous les cas, l'export est le salut. C'est-à-dire qu'on sait que la consommation intérieure de mode baisse, hélas, pas le nombre de vêtements vendus, mais simplement on a des grands acteurs, souvent internationaux, des chaînes comme Primark par exemple, qui proposent des vêtements à des prix extraordinairement réduits. Ça correspond à une certaine demande. Je ne veux absolument pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Je pense que quand on gagne le SMIC, qu'on a la rentrée scolaire et qu'on a une famille nombreuse, on est très heureux d'aller aussi pouvoir s'offrir des t-shirts à 3 € ou à 4 € et d'offrir une nouvelle garde-robe à ses enfants. Mais je pense aussi qu'il y a plein d'autres choses plein d'autres réalités dans notre secteur et que pour ces autres marques indépendantes que je représente aujourd'hui, l'export, c'est la voie du salut. Pour le prêt-à-porter féminin, ça fait 8 années consécutives de hausse des exportations qui viennent plus que compenser évidemment la baisse de la consommation intérieure. Et cette exportation, elle est possible grâce aux aides dispensées dans notre secteur par le défi. Ce sont 550 opérations chaque année qui sont financées par le défi en aide directe à l'export. Alors de temps en temps, on nous dit vous n'avez qu'à
qu'à vous tourner vers Business France. Mais avec grand plaisir si c'était possible. Si ce n'est que c'est Business France qui se tourne vers nous pour que justement nous puissions financer les opérations de Business France avec le soutien du défi et qu'elles-mêmes puissent éventuellement, quand elles connaissent quelque chose à notre secteur, ce qui arrive de temps en temps, heureusement, aider les entreprises qui sont adhérentes de l'ensemble de nos fédérations aujourd'hui représentées. Donc l'international, on aura des témoignages, c'est évidemment clé. L'innovation, c'est absolument clé également. Et vous pensez bien qu'on s'en occupe considérablement. Un exemple, le défi a récemment financé une étude sur les 11 technologies clés de la mode, parce que dans la mode, on parle aussi big data, on parle aussi d'Internet des objets, on parle aussi de capteurs, on parle aussi de cybersécurité, de robotique, de drones, de fabrication additive, de technologie immersive, et que l'ensemble de ces innovations sont en train d'accélérer la transformation de notre filière, et que c'est collectivement que nous attaquons cette question. On aura aussi de très jolis exemples aujourd'hui dont vous allez nous parler, Adrien, mais qui témoignent de cette transformation de la filière qui doit être soutenue par des moyens collectifs, parce que simplement les PME n'ont pas les moyens de s'en occuper par elles-mêmes. Le troisième point que nous allons évidemment à souligner aujourd'hui, c'est la lutte contre la contrefaçon. Là aussi, nous avons des marques extraordinaires que le monde entier nous envie, pour notre plus grand bonheur, mais hélas, des contrefacteurs aussi. Et donc, ça fait partie des missions du défi de financer la formation de juges d'instruction qui viennent sur le terrain avec les experts du défi, que l'on emmène aussi dans les territoires où il y a des contrefacteurs en France, pour qu'ils puissent se rendre compte, et également dans le plus beau salon des textiles du monde qui a lieu à Paris et qui s'appelle Première Vision, pour qu'ils puissent se rendre compte de tout le mal que font ces contrefacteurs. Ils ont besoin de formation et c'est le défi qui les accompagne dans cette mission. Alors au-delà, moi, de toutes ces actions très rapides et de ces enjeux qui sont extraordinairement importants en ce moment, l'enjeu qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions. L'enjeu, c'est quel modèle voulons-vous, quelle société, quelle économie, dans quelle économie voulons-nous vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on veut simplement, comme je l'entends dire de temps en temps dans certaines administrations, pas toutes, je le précise, hein, le ministère de la Culture n'a jamais eu à nos côtés, n'a jamais été aussi présent pour les industriels de la mode depuis 2 ou 3 ans. Des actions formidables ont été développées, mais on entend malheureusement un peu trop souvent à Bercy que les grandes marques n'ont qu'à payer pour les petites. Alors, avec grand plaisir, si ce n'est que je ne pense pas que ce soit le rôle de ces grandes marques, et je ne les représente pas, mais je vous donne mon opinion personnelle, que d'aller financer des opérations pour des petites marques. Elles ont déjà beaucoup à faire, elles font déjà beaucoup. Elles financent, comme l'a dit Pascal Morand, elles vont financer la fusion de l'Institut français de la mode et de l'école de la Chambre syndicale de la couture, et je les en remercie beaucoup parce qu'enfin on va avoir un outil extraordinaire qui va être à la disposition de l'ensemble des professionnels de la mode en France. On ne peut pas tout demander aux entreprises privées, il y a des actions collectives. Les professionnels sont contents aujourd'hui de payer cette taxe, et il y en a suffisamment peu de taxes pour lesquelles elles sont contentes qu'il faut quand même le souligner. Et puis il faut souligner aussi que cette affaire de plafond absolument ridicule que l'on est en train de réduire en soi-disant voulant baisser les prélèvements obligatoires, pour ce qui concerne le défi, c'est 63 centimes de baisse pour 1 million d'euros de prélèvements obligatoires. Donc j'espère qu'il y a d'autres moyens en France qui sont envisagés par nos gouvernants pour pouvoir baisser les prélèvements obligatoires si c'est vraiment leur objectif, parce qu'à ce rythme-là, je ne suis pas sûr que l'action soit extraordinairement efficace. Or, l'action des CPDE, elle est efficace. Elle est efficace, et je laisse donc la parole aux gens qui sont autour de cette table pour pouvoir nous le démontrer. Merci. C'était donc Pierre-François Lelouët qui annonçait des témoignages sur la base d'expériences réelles. Nous allons commencer avec vous, Marie Milan, sur le domaine de l'internationalisation, le sujet de l'internationalisation. Vous êtes cofondatrice de la marque Le Mont-Saint-Michel. Votre entreprise est une TPE. Que représente l'international pour votre marque et quel a été le modus operandi, le chemin? Merci Pierre-François. Bonjour à tous. Merci infiniment pour ce rendez-vous, Madame la sénatrice, autour de la mode, qui est un mot qui anime mon quotidien. Qu'évoquent pour vous ou qu'éprouvent pour vous ces mots, le Mont Saint-Michel?
J'imagine tout d'abord la merveille, peut-être, l'enfance pour certains, ou un rocher granitique entouré d'eau ou de sable, selon les marées. C'est certainement aussi une région, la Normandie, au lieu historique pour ses plages du débarquement, pour ses beaux paysages, ses verts pâturages, et aussi pour son histoire médiévale. Eh bien, sachez que c'est aussi une marque textile, qui a plus de 100 ans d'histoire, une marque de savoir-faire et d'excellence. Elle était connue autrefois pour ses vêtements de travail, portés en bleu pendant la semaine et en noir les jours de repos. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Eh bien, c'est vrai. Nous concernant, en fait, une marque française a beaucoup plus de chances et de réussite à l'étranger. Aujourd'hui, modernisée, notre marque réalise plus de 70% de son chiffre d'affaires à l'export. Notre marque est aujourd'hui chez Siam Discovery à Bangkok, chez United Arrows à Tokyo, chez Robinson à Singapour, également chez Galleria à Séoul. Et le luxueux department store new-yorkais Bergdorf nous fait confiance l'année prochaine. Ce qui est pour nous une opportunité, bien évidemment, d'amorcer et d'enclencher un développement sur le sol américain. Alors vous allez me dire, c'est formidable. Oui, c'est formidable sur le papier. Il ne faut pas oublier que ces implantations, c'est le travail d'une acharnée, j'ai envie de dire. C'est un long travail, de longue haleine. Et je souhaite dire aujourd'hui que sans le soutien de la Fédération française du prêt-à-porter, sans l'aide du défi, nous n'aurions pas pu accroître notre développement à l'international. Les enjeux sont importants pour nous aussi en tant que TPE, parce qu'aujourd'hui la concurrence est pléthorique. Nous devons être tenaces, persévérants. Nous devons voyager très régulièrement, parfois 4 fois le tour du monde en une année. Et cela, bien évidemment, tout en assurant le quotidien. C'est-à-dire le quotidien pour une TPE, c'est du management, du recrutement, de la formation, de la logistique, de la création, de la production. Tout ça donne forcément des semaines à rallonge. Sans l'international, point de développement réel dans une économie mondialisée. Créer, développer, investir, recruter, produire, porter haut les couleurs de l'excellence française, telles sont nos ambitions. Telles sont nos ambitions d'entrepreneurs. Le monde entier, aujourd'hui, nous envie notre culture française, notre art de vivre, probablement aussi notre équipe de foot, notre histoire, notre élégance, notre Fashion Week, excusez-moi Pierre-François, devrais-je dire la semaine de la mode. Eh bien, ne sous-estimons pas cet avantage concurrentiel, cet atout formidable, et restons désirables. Merci. L'internationalisation est tout aussi capitale pour vous, Tony Macaire. Vous êtes président, directeur général de Haute-Ligne, donc, et je le redis pour le plaisir, administrateur de l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles. On le sait peu, mal parfois. Les domaines que nous venons de citer, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, sont en pleine expansion. Michel Baldocchi en parlait tout à l'heure et les Français sont très bien placés. Eh bien, merci de me recevoir cet après-midi. Merci Madame Dumas, qu'on connaît très bien pour soutenir la filière depuis de nombreuses années. On se rencontre sur les salons internationaux, à Bâle notamment, qui est notre mec. Plus que de parler d'Haute-Ligne, qui est une TPE, PME de province de moins de 50 collaborateurs en région Rhône-Alpes. Alors là, j'entends parler beaucoup de Paris depuis tout à l'heure. Moi, je suis très content, mais il faut quand même avoir en tête que les régions ne sont pas sales. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques heures d'un remaniement fortement attendu, un ministre décide il y a quelque temps de repartir à Lyon, donc c'est que ça doit être une région agréable à vivre.
Donc je vais plutôt parler que d'autres lignes. Modestement, je ne me sens pas capable de représenter 100% de mes confrères fabricants, sous-traitants pour les marques internationales, mais je vais plutôt parler de la mienne, avec un discours très positif. Il faut rappeler en fait que les entreprises, les marques de luxe françaises, avec un ADN historiquement joaillier, hein, on peut parler de Cartier, de Van Cleef, de Boucheron, font moyenner 15 à 20% de croissance depuis quelques années, voire certaines ont des businessments beaucoup plus ambitieux. Certaines marques nous annoncent aujourd'hui doubler leur chiffre d'affaires dans 3 à 5 ans. C'est le premier sujet très intéressant à entendre. Quelques maisons de couture, on peut en citer certaines, et certaines marques historiquement maroquinières, je ne sais pas si ce terme existe, mais se sont mis à faire de la bijouterie et de la joaillerie depuis quelques années, avec également de fortes croissances sur ce segment, sans doute parce que ce doit être profitable que de faire ce métier. Le troisième, en fait, ajout, c'est de constater que quelques marques qui n'existaient pas il y a quelques années, les marques internationales cette fois-ci, en fait, viennent chercher le savoir-faire français, et ça c'est plutôt agréable. Alors on m'a demandé d'intervenir sur l'international. Alors c'est drôle, quand Guillaume de Seine commençait ce colloque en parlant du Vietnam, ancienne terre communiste, de parler de l'international. Moi, il y a 5 ans, en fait, notre entreprise faisait 70% de son chiffre d'affaires avec des marques dont je peux, à mon avis, prétendre que personne ne les connaît, mais pour autant, qui font des choses extraordinaires. Enfin, c'est de l'artisanat d'art, c'est la toute pointe de la pyramide. On parle même de joaillerie d'art. Je pense à des Cindy Cho, par exemple, à Taïwan, pour les gens qui connaissent ce secteur. Je vois des gens que je connais qui connaissent évidemment les gens dont je parle. Et puis, depuis quelques années, en fait, d'autres marques françaises, parce qu'elles ont des envies, nous ont demandé de nous développer sur le segment répétitif, ce que l'on fait, et on a une croissance exponentielle. Donc, vous l'aurez compris, le premier constat, c'est de dire que la joaillerie française va éminemment bien. Il y a peut-être, dans une moindre mesure, un phénomène dont je souhaite néanmoins parler, mais qu'on constate. Quelques marques, il y a besoin de citer personne évidemment, alors on ne va pas parler de l'Asie du Sud-Est, parce qu'à mon sens, il n'y a pas aucune espèce des marques dont je parle depuis tout à l'heure qui fabriquent en Asie du Sud-Est, encore moins en Inde, mais en revanche, l'Europe du Sud et l'Allemagne fait encore partie des pays sous-traitants pour certaines maisons, et dans certains cas, faute de trouver des acteurs capables de faire les choses en France. Prendre un exemple très terre à terre, excusez-moi de ramener ça à notre secteur d'activité, mais c'est mon métier que de faire de la joaillerie, donc je vais parler joaillerie. Il n'y a quasiment plus en France d'entreprises capables de faire de la chaîne, donc les marques se tournent vers des entreprises italiennes. Il n'y a quasiment plus personne capable de faire de l'argent en France depuis des années, parce que les marques de la place Vendôme n'ont pas souhaité aller dans cette direction, donc là encore ça part dans bien des cas en Italie. Pour qu'on puisse aller sur ces secteurs d'activité, il faut faire des investissements très lourds. Et en fait, personne n'y va nécessairement parce qu'il y a une culture sectorielle qui consiste à ce que on a nos clients sur le très long terme, mais à mon avis, on ne se parle pas suffisamment et à suffisamment long terme. Moi, voilà pour le constat. De passer en dernier, en fait, me ferait dire bien des choses que j'ai déjà entendues, et notamment Monsieur le Président, si j'ai bien retenu son statut, d'une chambre des métiers, et un adhérent un ressortissant, c'est comme ça qu'on dit, je crois, de la chambre des métiers. Nous aussi, Haute-Line et entreprise du patrimoine vivant, je ne vais absolument pas vous dire que ça ne vaut pas le coup d'être certifié entreprise du patrimoine vivant, mais les constats pragmatiques que je fais pour ma petite entreprise, qui est en train de devenir une entreprise modestement significative dans le secteur et reconnue, ça serait par exemple, pour amener d'autres sujets que ce qu'évoquait monsieur, et je partage complètement votre discours. Je suis pourtant, vous l'aurez vu, j'espère en tout cas, je ne suis pas quelqu'un de très très vieux, mais je me rappelle dans un passé pas si lointain, les parents d'un village, quand leur fils n'était pas nécessairement très très doué pour les études, allaient voir le boulanger en lui demandant combien il fallait qu'il le paye pour former leur gamin. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui payent les apprentis. Ou les contrats de professionnalisation, on peut se poser quelques questions. Enfin bon, ce n'est pas à moi d'apporter les réponses, mais en tout cas, je souhaite reparler de ce sujet-là. On a en tout cas, compte tenu de tous ces clients qui nous demandent de produire beaucoup plus, un vrai besoin de main d'œuvre. Et aujourd'hui, le jeu de la débauche, je vais dire les choses comme ça, en région Rhône-Alpes, parce qu'il faut savoir que Rhône-Alpes est une région où il y a énormément de fabricants. Pas en nombre, mais en volume. En fait, la région Rhône-Alpes est très grosse productrice pour les marques françaises et internationales. Et la croissance est tellement exponentielle qu'il faut trouver des solutions, et des solutions maintenant. J'entendais parler d'OPCA, j'en parlerai sans doute
beaucoup moins bien que les gens qui l'ont fait avant moi, mais en revanche, moi je sais vous dire qu'AGFOS PME, au quotidien, c'est nous accompagner, donc j'aime à penser. Je souhaite que rien ne change et qu'au contraire ce phénomène puisse se développer. Je souhaiterais, dans un monde idéal, en fait, que aussi bonnes soient-elles les écoles de la rue du Louvre ou les écoles en région, dont on ne parle pas suffisamment. Alors oui, effectivement, les écoles rue du Louvre servent depuis des années les marques de joaillerie de la place Vendôme. Il y a effectivement en province, et moi je forme mes élèves à la SEPR ou les écoles à Valence. Alors je sais que des échanges ont lieu entre les différentes écoles au plan national, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin dans cette dynamique-là. Donc en fait, je pense qu'il faut faire le constat qu'au sortir d'un cursus estudiantin, quel qu'il soit, vous avez très bien expliqué quelles étaient les différentes possibilités des cursus estudiantins d'un point de vue sur les métiers très opérationnels, il reste encore un grand pas à faire en termes de formation au sein des entreprises. Et jusqu'à maintenant, je ne sais plus qui le disait, mais redit un peu simplement, c'est les fonds propres des entreprises qui finançaient ça. Si on peut être aidé sur ce sujet-là, je trouve que c'est quelque chose de plutôt très intéressant. Autre sujet, et peut-être le dernier en lien avec EPV, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, sinon ça serait à redire des choses qui ont déjà été évoquées, mais le crédit d'impôt métier d'art, on a parlé de tous sauf de celui-là, sauf erreur de ma part, mais j'ai été très attentif, donc je ne pense pas me tromper, a été écrété. Alors vous avez parlé d'écrêtement ou de plafonnement, alors je le partage assez bien, la non-volonté d'aller dans cette direction-là par les pouvoirs publics, mais en tout cas le crédit d'impôt métier d'art qui aidait très fortement les entreprises comme la mienne qui interviennent sur le segment de la haute joaillerie à former des gens à des techniques très singulières qu'on ne sait pas former au sein des écoles, ou trop peu, a été écrété à 30 000 € il y a quelques temps. Donc ce qui était intéressant d'être EPV il y a quelques temps l'est beaucoup moins. Donc si on pouvait faire marche en arrière, en tout cas sur ce point, moi ça me semble très très sympathique. Voilà. Merci pour cette intervention. Voilà, finalement, vous êtes parti de l'internationalisation pour aborder l'ensemble des thèmes qui ont été évoqués pendant ce colloque. Je veux juste repréciser, quelqu'un l'avait dit avant moi, mais si je me suis permis de parler d'un peu tout sur une thématique de l'internationalisation, c'est que 90% du business des entreprises françaises se fait à l'international. Tout à fait, merci de le rappeler. Un focus sur l'innovation, qui est évidemment un autre enjeu majeur. Avec vous, Adrien Deslou-Paoli, vous êtes président de De Rigueur et de De Rigueur Lab. Vous êtes à cheval entre la tradition et la haute technologie. Et l'innovation est d'autant plus importante à vos yeux que vous avez créé une entreprise qui est complètement dédiée à l'innovation, qui s'appelle De Rigueur Lab. Comment est venue l'idée de créer De Rigueur Lab, le besoin, et que proposez-vous? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de commencer à me présenter, j'aimerais remercier M. Macaire qui dit un très joli mot sur Lyon, dont je suis originaire, et où j'ai créé la société. Donc en effet, c'est une ville très agréable. La société De Rigueur Lab a été créée il y a 4 ans, sur un constat qui est simple, c'est que jusqu'à présent, dans le secteur de la mode, on crée des accessoires, on crée des objets qui ont tous une vocation plutôt statutaire de représentation. Sauf qu'on ne se concentre pas sur une chose qu'on nous apprend dans le monde des startups. Voilà, je suis un peu un ovni dans le secteur. C'est le besoin, partons du besoin. Or, ces besoins ont évolué depuis longtemps, et en particulier depuis la naissance de cet objet qui est un smartphone que tout le monde a dans sa poche, mais qui a créé des nouvelles problématiques. Donc la question qu'on s'est posée chez De Rigueur Lab, c'est comment peut-on faire en sorte que nos accessoires du quotidien, nos habits, nos vêtements, nos portefeuilles ou encore nos sacs, que je vois que tout le monde possède, peuvent répondre à ces nouvelles problématiques, que ce soit de la panne de batterie de smartphone, à de la visibilité dans la rue en train de pédaler sur un vélo, ou encore à de l'autonomie en embarquant du photovoltaïque directement dans du vêtement ou dans du sac. Donc c'est la question qu'on s'est posée, et on a travaillé dès 2015 sur faire le lien entre ces deux mondes, la fashion et la tech, pour créer, comme vous le connaissez, le secteur de la Fashion Tech qui est en pleine émergence. Et je me rappelais que cette semaine, c'est la Fashion Tech Week. C'est pas aussi connu que la Fashion Week, mais il y a quelque chose qui est en train d'émerger là-dessus. Et moi, j'aimerais être le porte-parole de ce secteur en émergence pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a tous des besoins, ces besoins qui sont liés à cet univers numérique, et que le besoin, c'est la meilleure façon de créer un objet. C'est dire, voilà, à quoi cet objet peut servir. Donc quand on crée des beaux accessoires, des beaux vêtements, se poser la question, plus loin que l'aspect esthétique, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut apporter et qui peuvent répondre à des problématiques du quotidien.
La deuxième chose, c'est la compétitivité. C'est-à-dire que vous devez sûrement être au courant que sur des marchés qui sont des gros consommateurs de textiles ou de création française, je parle notamment de l'Asie, des Chinois, des Émirats arabes unis, du Proche-Orient ou encore des États-Unis, on a une grosse appétence pour la fonctionnalité. Or, innover dans le produit, ce que nous faisons chez De Rigueur Lab, c'est aussi répondre à ces demandes de fonctionnalité sur ces marchés et donc d'aller chercher une nouvelle croissance. En France, on a une consommation, en Europe plus largement, on a une consommation de l'accessoire ou de la mode de façon très artistique. On aime l'esthétique et le design avant la fonctionnalité. Les Américains, les Chinois, les Dubaïotes ont une approche différente et ce sont eux les consommateurs de demain et d'aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas oublier de s'intéresser à leurs besoins, à leurs demandes technologiques. Je parle de technologie dans le produit puisque c'est ce que nous faisons, mais aujourd'hui, sur le secteur de la fashion ou de la fashion tech, innover, ce n'est pas seulement dans le produit, c'est aussi dans la conception produit, dans la production, quand on voit des choses comme chez Tectera, où je ne citerai pas cette grande maison de luxe qui nous a invités dans ses locaux, dans sa production, et de voir les bras articulés qui venaient découper le cuir de façon complètement automatisée après avoir scanné une peau et identifié les défauts pour les faire cacher dans les rembords. Donc non, la maison n'est pas juste à côté, c'en est une autre. Mais quand on voit ça, on voit à quel point innover dans la production permet aussi de diminuer les pertes au niveau de la production d'accessoires de cuir. Donc c'est des choses qui vont être nécessaires si on veut améliorer notre compétitivité, vu qu'on ne peut pas le faire tout de suite sur l'emploi et le coût de l'emploi. La dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est la différenciation. Innover permet de se différencier et donc de se faire un nom et d'attirer l'intérêt des journalistes ou encore des clients sur le reste de vos gammes. Petit point sur la fashion tech en France. J'aimerais remercier tout particulièrement encore une fois le Défi qui nous a soutenus sur un salon, le salon Première Vision, qui, aux côtés d'autres salons comme le salon Trafic, innove et en tout cas présente des innovations, des solutions aux grands faiseurs et aux grandes marques. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont été mises en place sur ces dernières années, qui sont des engagements, mais qui sont encore au début. On sent que du côté marque, il y a un gros enthousiasme, mais une grande peur sur le côté, est-ce que je ne risque pas d'abîmer ma marque en allant proposer des choses technologiques qui sont, vous le savez, dans l'obsolescence programmée. Donc il y a cette réflexion à avoir, à mener, que nous on porte entre le design d'objets qui doivent être intemporels, de l'autre côté l'obsolescence programmée d'objets technologiques qui ont besoin d'être renouvelés et upgradés tous les 2 ans ou tous les 3 ans. On voit qu'un Apple sort un téléphone portable nouveau tous les ans. J'aimerais, je vois que j'ai largement dépassé mon temps, donc j'aimerais vous remercier encore une fois. J'espère avoir été clair et merci. Merci. Merci et longue vie à De Rigueur Lab. Alors, qui dit innovation entend évidemment contrefaçon. Yves-Alain Sauvage, je rappelle, votre rôle consiste à coordonner la protection des droits de la société Chanel contre la contrefaçon au niveau mondial. Internet est évidemment un facteur de surmultiplication de la contrefaçon. La lutte est devenue encore plus complexe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, de nous donner l'occasion à la société que je représente de vous expliquer un peu ce que nous faisons en matière de lutte anti-contrefaçon. La contrefaçon, comme il a été dit avant, est effectivement un fléau par rapport à l'innovation, par rapport à la création. Et donc c'est un peu mon rôle et le rôle des équipes avec lesquelles je travaille de faire en sorte qu'on puisse agir contre la contrefaçon. Et comme vous l'avez dit, Florence, aujourd'hui le problème il est essentiellement sur Internet. Alors, qu'est-ce que la contrefaçon? Malheureusement, j'ai très peu de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails d'une définition juridique. On sait exactement de quoi on veut parler ici. En gros, ce sont des objets relativement moches, qui ont relativement des caractéristiques techniques assez moyennes ou discutables, et qui globalement viennent aussi d'Asie, même si maintenant on a d'autres lieux de fabrication et d'autres lieux de production de la contrefaçon. Je voudrais quand même m'arrêter 2 secondes sur quelques chiffres pour vous donner un peu l'ampleur de ce qu'est la contrefaçon aujourd'hui. L'année dernière, donc, sur l'Union européenne, ont été saisis à peu près 30 millions de produits. C'est un petit peu moins que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, mais ça fait quand même plus de 80 000 produits saisis chaque jour sur l'ensemble de l'Union européenne. Les douaniers de l'Union européenne se sont amusés un peu à chiffrer ce que ça représenterait si c'était des produits authentiques. On arrive à peu près à 600 millions
d'euros, ce qui est une somme assez coquette. En matière de pertes commerciales, parce que évidemment le contrefacteur est un concurrent tout à fait déloyal. Donc pour nos entreprises, c'est une perte de chiffre d'affaires. Là aussi, il y a une étude qui a été faite par l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle cette année et qui a chiffré uniquement pour nos entreprises, donc mode, accessoires, maroquinerie, sacs, une perte de 25 milliards d'euros. Donc c'est quand même des chiffres qui sont tout à fait éloquents. En matière de perte d'emploi, là aussi, toujours parce qu'il y a cette concurrence tout à fait déloyale avec les contrefacteurs, chaque année, et toujours d'après cette même étude, on perdrait à peu près plus de 400 000 emplois sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc par rapport aux chiffres qui ont été cités en début de cette conférence sur ce que représente l'emploi dans notre secteur d'activité, ce chiffre, là encore, me semble tout à fait important. Alors je ne détaillerai pas, parce que j'en ai pas le temps, l'effet néfaste sur cette innovation. Pourquoi irais-je innover si demain, de toute manière, je vais être complètement pillé ? Donc c'est véritablement un réflexe que certaines entreprises ont de ne plus forcément innover, ou en tout cas de moins protéger leur innovation. Les risques sur la santé, la sécurité, je vous l'ai dit tout à l'heure, les contrefaçons sont rarement de très bonne qualité. Ça veut dire que c'est des risques forcément pour le consommateur. Et puis des liens évidents avec le crime organisé. Je vous renvoie à une étude qui a été faite par l'Union des fabricants il y a quelques années maintenant, mais qui reste tout à fait d'actualité et qui montre les liens évidents qui existent entre la contrefaçon et le crime organisé. Alors la contrefaçon, on est tous concernés. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des grandes sociétés, des petites sociétés, c'est tout le monde à partir du moment où vous avez un produit qui est intéressant et sur lequel il va y avoir un développement commercial important. Le contrefacteur n'est pas un idiot, c'est d'abord un entrepreneur, il va aller sur un produit qui marche. C'est un combat difficile parce que c'est un combat que nous devons mener en permanence, qui ne s'arrête jamais, ce qui me permet d'être ici aujourd'hui, de vous en parler et d'être au sein de Chanel au poste que j'occupe. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une forme de frustration. Et c'est d'autant plus frustrant que, comme on le disait tout à l'heure, Internet maintenant joue un rôle encore plus important, même si c'est un cliché de pouvoir le dire. La situation sur Internet a considérablement évolué pour une raison assez simple, c'est-à-dire que les acteurs ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez des acteurs qui sont juste ce qu'on appelle les GAFA, notamment, pour ne pas citer qu'eux, mais une entreprise comme Amazon, avec une capitalisation boursière qui a été évaluée, je crois, à plus de 1 000 milliards de dollars en septembre, ça vous donne un peu une idée des gens à l'encontre desquels nous, on doit aussi essayer de trouver des solutions. Je ne dis pas évidemment que ces GAFA sont des contrefacteurs, je dis juste que par leur position dominante, entre guillemets, par leur visibilité extrême, Amazon, qui ne connaît pas Amazon aujourd'hui, permettent une vraie circulation et plus de visibilité sur la contrefaçon. Donc du coup, face à ce rôle de facilitateur que joue Internet, les actions que nous menions de manière assez classique sur la lutte anti-contrefaçon sur les marchés physiques, aujourd'hui n'a plus aucune réalité. Faire des saisies sur Internet, c'est juste impossible parce qu'il y a une sorte d'anonymisation des données qui ne nous permet pas de forcément immédiatement identifier le contrefacteur. Les actions judiciaires, oui, on peut en mener. On mène des actions judiciaires contre certains vendeurs, mais ça va être juste taper sur un, et puis il y en a 10 qui vont ressortir, et on n'adresse pas vraiment le problème qui est la source et la visibilité de la contrefaçon. Il y a des solutions qui sont proposées par certaines plateformes, mais ce sont des solutions essentiellement réactives, ce qu'on appelle le notice and take down. Donc très clairement, je vois quelque chose qui ne me plaît pas sur eBay ou sur une autre plateforme, j'informe eBay et je leur dis de supprimer cette annonce. Mais vous voyez bien qu'en fait, il y a une difficulté évidente, c'est-à-dire qu'on parle d'action qui doit être immédiate. Or, si moi je dois vérifier tout ce qui se passe sur Internet, je dois identifier les contrefaçons, je dois aller vers les différentes plateformes, je dois leur dire, s'il vous plaît, aidez-nous, enlevez ça. Ils ne réagissent absolument pas dans les 24 heures, comme ça a pu être dit pour certaines plateformes. Donc on a une visibilité de la contrefaçon qui va être encore là, et qui est un vrai problème. C'est compliqué à mettre en œuvre, c'est une vraie paperasse, je ne rentre même pas dans les détails. Et puis surtout, c'est à la charge exclusive des marques. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est uniquement nous qui faisons le travail. On n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas le faire. Clairement, nous, on agit sur les marchés physiques. Il n'y a aucune raison qu'on n'agisse pas sur les marchés en ligne. Simplement, une fois de plus, et du fait de la position particulière des plateformes, il nous semble quand même très important qu'elles prennent un peu leur part
et qu'elles viennent nous aider sur le terrain de la lutte anti-contrefaçon. Alors par rapport à ce phénomène, enfin ce mode de fonctionnement avec les plateformes qui est essentiellement réactif, ce que nous avons souhaité, la société Chanel, mais aussi d'autres sociétés, c'est aller vers une approche qui est plus de recherche de collaboration, de coopération des plateformes. Une fois de plus, on considère que, de par leur position, elles ont une responsabilité et elles doivent jouer cette responsabilité une fois de plus avec nous. On n'est pas en train de leur dire « faites tout le boulot », c'est pas ça du tout. C'est simplement « aidez-nous à faire en sorte que nous puissions aussi avoir moins de contrefaçons visibles sur votre site ». C'est une position d'ailleurs qui est très bien comprise par certains acteurs. On a des collaborations, des coopérations qui fonctionnent bien, curieusement avec certaines plateformes d'Extrême-Orient ou d'Asie ou de Chine, pour ne pas les nommer, et qui ont compris à un moment qu'il était dans leur intérêt également de nous aider à les aider à nettoyer leur plateforme. C'est-à-dire que moins il y a de contrefaçons, et mieux ce sera pour eux. C'est-à-dire que si vous achetez une contrefaçon une fois, deux fois, trois fois, à un moment, vous arrêtez. Vous n'allez plus sur ce site et vous changez de site. Donc il y a un début de coopération qui est mis en place avec certaines plateformes, mais une fois de plus, la situation n'est pas satisfaisante. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il n'y a aucune obligation aujourd'hui pour les plateformes à mettre en place des solutions qui soient réellement efficaces. La seule obligation qu'ils ont, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, où si je les préviens d'une contrefaçon, ils doivent, dans un délai raisonnable, s'ils le veulent bien, procéder au retrait de ça. Mais ils n'ont pas d'obligation générale de surveillance de leur plateforme, et ils n'ont pas véritablement l'obligation, entourée par un texte, obligation concrète, de véritablement venir nous aider. La participation existe pour certaines plateformes, je l'ai dit, mais pas toutes. Il y en a certaines qui ne participent absolument pas. On essaie de les rencontrer, on essaie de mettre en place vraiment, là encore, de la collaboration avec eux. On n'a rien, on n'a pas de retour. Et puis pour certaines d'entre elles qui participent, en fait, c'est vraiment une participation du bout des lèvres. C'est bon, ok, je vais essayer de faire un peu des choses pour vous, mais pas plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie non plus volontairement de se dire, bah voilà, on est capable de le faire. C'est-à-dire qu'après, ils savent très bien que s'ils montrent qu'ils sont vraiment capables de le faire, il y a peut-être un texte qui va tomber, qui va dire, bah, écoutez, très bien, on va encadrer tout ça, et puis on va vous demander d'en faire un peu plus. Donc on est dans cette situation aujourd'hui où, j'en finirai par là, où il nous semble vraiment nécessaire d'amener les plateformes vers plus de responsabilisation, et qu'elles soient vraiment à s'engager avec nous, une fois de plus, c'est avec nous, c'est pas seul, pour lutter contre la contrefaçon. En fait, nous, on est tout à fait conscients, toutes les entreprises, que ce soit des petites, des plus grandes, on est conscient qu'il est nécessaire de protéger notre création, notre innovation, notre savoir-faire. Tout ça, on l'a dit aujourd'hui, on est tous d'accord pour ça. Pourquoi des plateformes qui ont une visibilité maximale, qui engrangent des fortunes colossales, qui ont en plus les moyens techniques, et qui ont les informations qui nous seraient nécessaires pour éventuellement démanteler des réseaux, pourquoi ces plateformes, aujourd'hui, n'ont pas une véritable obligation encadrée légitimement. Donc, je profite d'être ici avec vous aujourd'hui, et je vous remercie à nouveau, pour lancer une sorte d'appel à ce qu'il y ait un véritable encadrement de cette responsabilité ou responsabilisation, et une fois de plus, loin de là l'envie de ne pas jouer notre rôle là-dedans, mais il nous semble vraiment important pour la protection de l'innovation, de la créativité, du savoir-faire, mais aussi pour la protection du consommateur, c'est évident, et puis aussi pour la confiance dans le digital. On n'est pas en train de dire, Chanel n'est pas en train de dire que, attention, il ne faut pas du tout aller sur le digital, il faut rester sur du physique, pas du tout. Mais pour avoir confiance dans le digital, il faut véritablement que la responsabilité des acteurs soit encadrée. Merci. Il y aura la blockchain pour vous aider.